Je remarque qu'il y a un chien et je remarque qu'il a le fusil pour tuer ce chien. Et là, je ne réfléchis pas, je vole le chien et je cours. Et il a marché 10 000 km avec moi. Il m'a souvent averti du danger. Il m'a souvent montré où chasser, parce que j'ai dû chasser pendant cette période-là pour me nourrir. J'ai mangé des varans, j'ai mangé du perroquet, j'ai mangé du serpent. Je dis toujours que je suis née exploratrice, parce qu'en fait, nous, on n'allait pas en vacances. On n'avait pas l'argent pour aller en vacances. Donc, ce qu'on faisait, on vivait vraiment proche de la terre. Donc, on avait des animaux, bien sûr. Ma maman, qui est juste une personne incroyable, elle nous a amenés dans la forêt, elle nous a amenés dans la nature et puis elle nous a appris à reconnaître les plantes. Et en fait, on a passé beaucoup de temps dans la nature et moi, une fois l'école terminée, on partait dans la forêt avec mes deux frères et puis on grimpait aux arbres, on faisait des cabanes. En fait, j'ai passé ma vie dans la nature et avec mes animaux. À 7 ans, j'ai pris mon chien, un petit sac à dos et je suis partie de la maison. Et j'ai passé une nuit dans une grotte Le Jura, c'est plein de grottes. J'ai rien dit à personne. Et je me souviens toujours, il y avait des immenses chauves-souris qui pendaient au plafond. Et c'était la plus belle expédition que j'ai pu faire de ma vie. C'était exaltant. J'avais de l'adrénaline. Enfin, j'avais un truc. Je réalisais quelque chose. Et c'était comme dans les livres. Et c'était le début, en fait. Après ça, pendant 10 ans, j'ai marché, j'ai voyagé, j'ai fait énormément de choses de par le monde avec quasiment aucun argent dans ma poche. J'ai fait des petits boulots à gauche, à droite, dans tous les coins. Et puis, pendant 10 ans, j'étais un peu bizarre. Je voulais juste marcher. Alors que la voisine, elle était biologiste. Celle du dessous, elle faisait médecine. Et elle fait quoi, ta fille? Elle marche. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas écouté l'écho de la société pour m'identifier. Puis après, un jour, j'ai fait ma première expédition. En 2000, je pars et je dis à tout le monde, moi, je vais traverser les États-Unis sur le Pacific Crest Trail. Selon les histoires que j'ai pu lire des autres personnes qui ont fait ce trek, c'était la bonne période pour partir. Sauf que chaque année, ça change. Et donc, la neige, il y avait trop d'agglomération, il y a fait trop chaud trop rapidement, et la neige était en fait prête à partir en avalanche. Je me suis engagée, puis jusqu'au moment où j'ai compris que c'était trop dangereux, c'était déjà trop tard, j'ai fait une traversée sur une face nord, avec mes piolets et mes crampons. Tout d'un coup, j'ai senti ça commençait à trembler et j'ai eu un réflexe incroyable, c'est de me projeter en avant et juste en haut, il y avait un promontoire rocheux où j'ai pu me protéger. Je me suis dit, à un moment donné, il va faire froid et la neige sera assez solide pour pouvoir partir. Et ça a duré 6 jours quand même. Donc c'est long. C'est pour ça que j'ai été brûlée au 2e degré. J'avais le visage qui pelait comme ça. Et pendant ce trek-là, en fait, j'ai été confrontée au grizzly. En haut du lac Tahoe, j'étais sur une zone dégagée, j'ai décidé de dormir à la Belle Étoile parce que c'était la pleine lune justement et c'était magnifique, j'étais fatiguée. Je mets ma tente par terre sans la monter, puis je me dis je jette mon sac de couchage, je suis fatiguée et je rentre dans mon sac de couchage tout cosy et je dors. Et là, tout d'un coup, pendant la nuit, je me retourne, je bouge mes pieds comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui gêne mes pieds, mes jambes. Et puis tout d'un coup, j'ai une petite voix à l'intérieur qui dit Sarah, il y a quelque chose qui joue pas. Et là, je me lève avec mes bras arrière et je m'assieds. Je suis un peu glauque comme ça et je cligne des yeux pour faire focus et en face de moi, j'ai un ours. L'ours, on se réveille en même temps et là je hurle un coup. L'ours, il a tellement peur. Il a eu la même appréhension que moi. On était comme dans un cartoon. Et puis, il est parti en courant et on s'est fait peur. Mais en fait, voilà, il a dormi là un petit moment sur mes jambes. C'était cosy, il faisait chaud, c'était bien. Je survis à cette première aventure. 4260 km en 4 mois et 6 jours. Et je rentre à la maison. J'ai vu mon petit frère qui est mon complice de toutes les aventures. Et je lui ai dit, écoute, voilà, c'était complètement fou. Je lui ai dit, regarde, j'ai envie... Il y a une carte de l'Australie sur ma petite table basse. Ça fait environ 15 000 km. Je commence au centre, je fais tout le tour. Et toi, tu t'occupes des ravitaillements, tu t'occupes de la logistique. Donc, c'est une expédition où je vais commencer au centre de l'Australie. Je vais faire tous les déserts, toutes les zones isolées et retourner au centre de l'Australie toute seule, en suivant aucun trek, aucun chemin, aucune route. Et j'ai des cartes topographiques en papier. Et donc, ces cartes topographiques me donnent un sens où sera ma prochaine eau. Mais dans ces régions désertiques, les points qui sont marqués sur la carte ne sont en réalité pas plus valables dans la nature. C'est sec, c'est très sec, c'est des zones semi-désertiques. Et donc, la plupart du temps, j'ai bu l'eau des vaches. On appelle ça, c'est des réserves d'eau qui est faite par l'humain, où ils mettent des tracks et puis ils collectent l'eau de la saison des pluies, puis l'eau reste stagnante avec la moitié des excréments de vaches et
et tout le monde survit, en fait, les kangourous du coin, les oiseaux du coin, les perroquets du coin et tout le bétail survit grâce à ces eaux-là. Et donc moi aussi. Alors, je vais faire 14 000 km pendant ces 17 mois, un événement très 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 précis et très important qui se passe pendant cette expédition-là. Au bout de 3 mois, en fait, je suis sur une crête qui s'appelle la Great Dividing Range et j'ai pas d'eau et j'en trouve pas, c'est l'été, c'est sec. Je descends dans le bush australien, dans la forêt, je vois une espèce de vieille ferme avec des tracteurs rouillés, il y a des tas de ferraille partout. Elle paraît inhabitée, mais quand même, à l'arrière de cette ferme, il y a quelques vaches. Qui dit bétail dit eau. Donc je me dis, oh c'est bon, je vais trouver de l'eau, je vais prendre l'eau des vaches. Et en descendant, un gars est là, avec des tatouages partout, un fusil de chasse à la main, et je suis prise de court, et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je bredouille, mais je cherche de l'eau. Il dit, tu vas derrière le tank là-bas, tu passes le tank, et tu prends de l'eau là, il y a de l'eau, et tu te casses. Il était super clair. Hein. Et donc, je pose mon sac, je prends mes réservoirs, je vais derrière, je remplis mes réservoirs. Et en revenant, je remarque qu'il y a un chien. Et je remarque qu'il a le fusil pour tuer ce chien. Et là, je ne réfléchis pas, je comprends, je mets mes réservoirs, je vole le chien et je cours. Alors, j'ai un sac de 30 kilos sur le dos quand même, je cours comme ça. Il me hurle, tu auras que des problèmes avec ce chien. Et je me retrouve au milieu de la forêt avec un chien. Et c'est le début de l'histoire de Joe, qui est devenu mon compagnon de route. Et il a marché 10 000 km avec moi. Et à la fin, je l'ai ramené en Suisse. Et il a vécu sa petite retraite dans les Alpes suisses, à faire des conférences avec moi, à aller voir. J'ai pris partout ce chien. Et c'était en fait un chien sauvage, moitié dingo, on appelle ça un red heeler. Notre relation était incroyable tout le long. Il m'a souvent protégée. Il m'a souvent averti du danger, il m'a souvent montré où chasser, parce que j'ai dû chasser pendant cette période-là pour me nourrir. J'ai mangé des varans, j'ai mangé du perroquet, j'ai mangé du serpent. Et donc, c'est mes premiers pas en Australie, donc je ne connais pas cette biodiversité, je ne connais pas ces animaux, et encore moins les animaux qui peuvent me poser un problème, comme il y a plein de serpents mortels dans ces régions-là. Et donc, moi, j'approche cette nature de la même manière que j'ai approché les grizzlies, que je vais approcher plus tard les loups dans le désert du Gobi, ou je vais approcher plus tard les pumas en Amérique du Sud. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas ça comme un problème. Je me suis toujours laissée approcher cette nature avec mon cœur. Et j'en parle dans le dernier livre, cette communication cœur à cœur, c'est ça. C'est-à-dire que quand on a de l'amour et on n'a pas peur, ben, l'animal ne va jamais vous agresser, jamais. Avec le temps, j'ai remarqué eh bien, ma boussole intérieure fonctionne. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de boussole, je sais exactement où je vais, ce que je fais, la direction à prendre, continuellement, en dormant proche de la terre sur des longues périodes. Ce qu'il faut comprendre, en vivant proche de la terre avec l'effort, on devient plus solide, on devient très fort, parce qu'il y a tous nos sens qui sont décuplés. On a une perception des bruits proches, des bruits lointains et des bruits très très lointains. Et moi, j'arrive avec mon ouïe à rapprocher tous ces... Il n'y a plus de distance entre ces bruits. J'arrive à sentir. J'arrive à percevoir les choses, au niveau de l'odorat maintenant, à l'heure actuelle, s'il y a de l'eau à 5 km à la ronde, j'arrive à la sentir dans l'air. Donc j'ai développé ces sensations, ces outils qu'on a tous et toutes. Moi, je suis madame tout le monde, sauf que j'ai passé beaucoup de temps dans la nature, ce qui me permet d'avoir cette perception des choses. Et c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on a tous ces capacités. C'est que simplement, quand on est hors de sa zone de confort, on est dans un nouvel environnement, ben, on absorbe, on regarde, on essaie de comprendre, on regarde les traces au sol, on regarde les oiseaux. Pourquoi ils partent, les oiseaux? Il y a un danger, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, en voyant un type d'herbe, un type d'arbre, je sais que sur cet arbre-là, il y a ce type d'oiseau et je sais que ce type d'oiseau ne va pas plus loin que 5 km à la ronde pour trouver de l'eau et donc je sais que si je trouve cet arbre, je sais qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas de limite entre nous et le règne animal en fait. Cette première expédition, en fait, elle a révélé ma mission de vie. J'ai compris que ces passations en fait de vie entre ma vie, c'est pour ça que je dis que ma mission de vie, elle est très claire, c'est d'être ce petit pont entre les humains et la nature. Alors des fois, je suis chez les humains, comme ça. Et des fois, je suis dans la nature où je ne me lève pas pendant 2 mois et je suis un animal au milieu d'un monde animal et sauvage et je respire avec la terre. Après ces 17 mois d'expédition, à la fin, eh bien, il y a mon frère qui est là, j'ai un petit comité d'accueil. Et on pourrait penser qu'il y a une espèce de joie incroyable. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de sensation d'accomplissement, il n'y a pas ça. Il y a en fait un deuil qui se passe, une espèce de mélancolie. Je dois laisser derrière moi cette vie magique que je vis tous les jours proche de la terre. Je dois réintégrer ma vie
de tous les jours. C'est très compliqué. Il m'a fallu du temps pour réintroduire ma vie parce que je ne pouvais pas aller, par exemple, boire des cafés avec mes copines parce que j'entendais les chaises racler sur le sol. Tous les bruits, je les absorbais au maximum, comme dans la nature. En fait, j'ai dû remettre des couches que j'avais enlevées pour survivre dans la nature. J'ai appris à les remettre avec les années. Et puis surtout, j'ai compris qu'il fallait du temps entre la fin d'une expédition et le retour à la vie normale. Maintenant, je prends du temps sur place. Je ne rentre pas tout de suite pour pouvoir un petit peu me remettre tout doucement. Puis surtout, le corps ne peut pas s'arrêter de marcher comme ça. Donc il faut continuer à marcher. Il y a une période de récupération qui est très longue après une expédition comme ça. Ça demande énormément d'efforts au corps quand même. Et donc le corps, c'est mon outil, donc je le soigne. Et après coup, les expéditions se sont enchaînées. J'ai repris le petit frère, Joël, et je lui dis, écoute, tu sais quoi, je vois une ligne qui part du Chili, Santiago du Chili, qui remonte toute la cordillère des Andes, qui passe par la Bolivie et qui s'arrête au Machu Picchu. Et puis lui, il me dit, mais tu es complètement folle, viens, on fait. Et là a commencé une expédition incroyable où lui a eu une position très importante puisque lui va me laisser en fait de l'eau et de la nourriture tous les 30 km. Parce qu'en haut de la cordillère, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. C'est sec, c'est désolé, il y a un vent fou. Et donc, il faut absolument que je trouve tous les soirs de l'eau. Donc, il va faire des trous sur toute la cordillère. Il va partir en avant. Et du premier trou au dernier trou, il y a 6 mois. Puis moi, je suis 6 mois derrière et j'espère que je vais trouver le trou. Et si je ne trouve pas le trou, ben, je peux tenir encore un jour, sinon c'est fini. Et il y a cette connexion entre lui et moi qui a fait que j'ai trouvé tous les trous, sauf un où il y a les souris qui avaient mangé l'intérieur du trou. Et c'est comme ça qu'a continué notre collaboration ensemble. Et puis après cette expédition-là, il y a un truc complètement crazy qui est arrivé. C'est que j'ai attendu 2 ans. J'ai dû me récupérer physiquement parce que c'était très compliqué. C'était très dur physiquement. Il y a fait très froid, énormément de vent. Et puis 2 ans plus tard, une expédition qui va me prendre 3 ans, où je vais marcher depuis la Sibérie à l'Australie, en descendant le lac Baïkal, passer en Mongolie, traverser tout le désert du Gobi, traverser la Chine, le Laos, la Thaïlande, sauter dans un cargo, arriver en Australie et traverser l'Australie à pied. Puis après cette expédition-là, je suis partie en Tasmanie. Alors là, une expédition challenging puisque la Tasmanie, c'est une petite île au sud de l'Australie. C'est la terre la plus proche de l'Antarctique. La moitié de l'île est habitée. La partie ouest de l'île est tapissée de forêts premières. Une forêt première, c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme, donc qui est intacte depuis des centaines de milliers d'années. Et donc, avec l'idée de retrouver le tigre de Tasmanie, qui est un tigre qui est en extinction depuis 1936, je suis partie à pied en faisant des prélèvements. Donc chaque expédition a un petit côté scientifique, toujours. Donc les scientifiques utilisent ma démarche. Et là, pour cette expédition-là, c'est le XAIRO en Australie, qui est l'organisme scientifique australien de la protection de la biodiversité. J'ai fait des prélèvements tout le long de mon expédition. Et je suis partie pendant 3 mois dans cette forêt première. Je suis sortie en vie, mais j'ai eu une petite mésaventure. La première mésaventure qui a eu des conséquences, c'est-à-dire que j'étais sur une crête, et ces forêts premières, il fait nuit dessous. C'est rempli d'humus, tout est en décomposition, il n'y a pas d'animal au sol, il y a des champignons de toutes les couleurs, c'est sauvage. J'étais sur cette crête et je pestais parce qu'il y a des murs végétaux devant moi. Et pour traverser ces murs végétaux, eh bien, il faut grimper dessus, il faut descendre de l'autre côté. Donc c'est souvent très dangereux, très compliqué. Et puis, j'arrive devant un précipice et au fond, il y a un petit ruisseau. Je vais devoir descendre jusqu'en bas pour remonter de l'autre côté alors que je pourrais presque toucher l'autre côté de la gorge. Et donc je descends, je pèse, je veux faire un rappel, je me dis je fais un rappel, ça sera beaucoup plus rapide, j'arrive pas, il n'y a rien qui tient vraiment et je suis presque en bas quand tout d'un coup tout s'effondre. Les arbres partent en avalanche, le sol, l'humus, les arbres, Sarah Marquis, le sac à dos sur la tête, tout part en boule et en mélange végétal de pierres, de tout. Et je finis au fond de la gorge. Et là, je perds connaissance. Je ne sais pas combien de temps. Je me suis relevée. Je suis au milieu de l'eau. J'ai la face contre l'eau. Je me relève. Là, je me dis, Sarah, un pas après l'autre. Là, l'expérience en fait de vie de toutes ces années dans la gestion de l'effort, de la gestion de la douleur, la gestion de mon corps et de mon esprit, toutes ces années m'ont rendu service à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me dis, Sarah, tu sors de là un pas après l'autre parce que je lève la tête et je vois un tout petit triangle de lumière en haut et je me dis, mon tracker et mon téléphone satellite, le signal ne va pas sortir. Je ne peux pas presser sur le bouton rouge. Je ne vais pas pouvoir appeler à l'aide. Je dois m'en sortir toute seule. Et je me lève, j'ai mon sac de 30 kg sur le dos. Et je remarque que tout le côté gauche, en fait, ne fonctionne pas.
Tout le côté gauche de mon corps ne réagit plus. Et là, je me dis, j'ai l'épaule disloquée. Ça fait tellement mal. Je me dis, j'ai l'épaule disloquée. Il n'y a plus rien tellement la douleur envahit tout. Et c'est comme ça raide. Et je vais devoir ramper pour pouvoir sortir de là. Et ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, je vais devoir le faire pendant 3 jours. C'est avéré, l'histoire, je m'en sors, c'est avéré que j'ai l'épaule cassée. J'ai l'humérus ici qui s'est cassé net et j'ai un bout d'os qui traîne par là. J'ai fini après 3 jours à être suffisamment haut pour pouvoir appeler ma chef d'expédition qui était en Suisse. Et je l'avais rassurée avant de partir. Je lui ai dit, mais t'inquiète pas, j'ai jamais pressé sur le bouton rouge, j'ai jamais déclenché le discours. Je dis, ça va jamais arriver. Et à 2 heures du matin, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, t'es assise? Elle me dit, ouais, ben écoute, voilà, je suis tombée, mais ça va. Mais il va falloir appeler un hélicoptère. Il s'est avéré que, comme j'étais sous la canopie et qu'il n'y a plu pendant 3 mois, on n'a pas déclenché les secours officiels. On a contacté un propriétaire d'hélicoptère qui était tout proche. Mais le problème, il ne pouvait pas atterrir. Parce qu'il faut un endroit qui est plat et dégagé pour atterrir. On ne peut pas atterrir sur une canopie d'arbres denses. Donc il m'a fallu encore 3 jours pour pouvoir atteindre un endroit qui était dégagé. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il faut qu'on comprenne en tant qu'être humain qu'on est des superwoman et superman. On peut tout faire. C'est juste une histoire de qui est le capitaine du bateau. C'est ça qui est important. La force qu'on a à l'intérieur, elle est incommensurable. Elle n'a pas de limite. Donc moi, je me suis dit que je me sortais de là, je n'abandonne jamais et je ne vais jamais le faire. Et c'est ça mon état d'esprit. Moi, je me sortais de là, peu importe ce qui allait arriver. Et c'est avéré que j'y suis arrivée. Alors après toutes ces années, ça fait plus de 25 ans que je fais ça, on pourrait avoir une image d'une exploratrice, d'un explorateur magnifique, où on le voit dans la nature tout le temps, faire des trucs incroyablement cool tout le temps. Il ne faut pas se fier à cette image instagrammable magnifique, parce que derrière cette image incroyable magnifique, il y a un corps d'athlète qu'il faut maintenir en santé. Moi, je m'entraîne tout le temps. Hors expédition, pendant expédition, je ne peux pas laisser mon corps se reposer. Donc j'ai une hygiène de vie qui est très très stricte. Chaque expédition, et encore là je suis en préparation d'expédition, c'est toujours compliqué parce que rien n'est stable. À chaque expédition, c'est comme monter une entreprise quasiment. C'est la même énergie et on ne peut pas se baser sur du vécu parce qu'on l'a vu, l'époque d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 2 ans et tout change, tout bouge très vite et donc il faut être innovateur, il faut à chaque fois se repositionner, il faut à chaque fois repenser d'autres choses. Et c'est comme ça qu'un jour, le National Geographic m'a appelé. C'était en 2014. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, ça fait des années qu'on vous suit. Je revenais d'une expédition de 3 ans, j'ai marché de la Sibérie à l'Australie. Et ils m'ont dit, bah, écoutez, on va vous nominer aventurière de l'année 2014. Et puis c'est comme ça que le processus a commencé. C'est un très long processus. Après, il a fallu aller à Washington. Il faut faire ses galons après. Hein. Il faut pitcher ses expéditions et que peut-être le National Geographic va choisir ou pas. Et puis quand ils choisissent après une expédition, eh bien, ils vous donnent un label et puis ils participent à un tout petit pourcentage de cette expédition. Aujourd'hui, je peux dire que je fais partie de la famille des explorateurs au National Geographic. Ça a été un truc complètement fou parce que quelque part, c'était une validation qui me montrait que tout ce que j'avais fait jusque-là était juste. Parce qu'en fait, ce que je vis, moi, je veux le partager avec les gens. Et aujourd'hui encore, j'ai de plus en plus de gens qui lisent mes livres. Leur témoignage est incroyable. Tous les jours, je reçois des mails ou des gens qui me disent « Mais écoute, je rêvais de faire à ma manière 4 jours de bivouac. Et en fait, j'ai fini ton livre et j'ai fait mes 4 jours de bivouac avec ma fille. C'était incroyable. On a vécu une expérience incroyable. Et j'ai créé ces 15 histoires d'expéditions inédites qui ont changé ma vie. Et j'ai pris les moments clés dans toute ma vie d'exploratrice et je les ai mis dans ce livre. Et c'est vraiment un booster et je parle tout le long du livre d'un élément qui est cet élément qui en fait déclenche notre feu intérieur. Il faut trouver ce qui nous nourrit. Et du moment où le feu est attisé et flamboyant, on s'en fout ce que vous faites. On s'en fout ce qu'on fait. Si ça allume votre feu intérieur, eh ben, c'est que c'est au bon endroit.